envie de vie. Envie de vie. Je répète les mots. C'est un défaut professionnel, une déformation professionnelle. J'ai commencé ma carrière comme metteur en scène de théâtre et d'opéra. Et un metteur en scène de théâtre, il passe son temps à chercher des images derrière les mots. Un metteur en scène d'opéra, il passe son temps à chercher les images derrière la musique. Par exemple, c'est la flûte enchantée. Mais quelle image on va mettre derrière? Quelle image vous suggère cette musique? Et envie de vie, pour moi, c'est l'image du mouvement. La vie en mouvement. L'envie donne le mouvement à la vie. Et c'est même plus précis. C'est un traîneau sur la neige, une grande étendue de neige, et les chiens filent bon train, la nuit est en train de tomber, au loin une maison avec des lumières. Il va falloir choisir le chemin. On peut passer par la forêt, il y a peut-être des congères. On peut passer par la rivière, on n'est pas sûr que la neige soit épaisse. Il va falloir faire des choix. Les choix, c'est finalement ce qui va nous fabriquer, ce qui va fabriquer notre vie, mais nous fabriquer également tout au long de la vie. Mes étudiants à la Sorbonne ont 24 ans, ils sont en master. Le premier jour, après la présentation, je leur demande ce qu'ils veulent faire. La moitié n'en savent rien. L'autre moitié veut travailler dans un milieu, le milieu du cinéma, le milieu de la télé, le milieu de la littérature, de la musique ou de l'informatique. Je leur dis c'est formidable. C'est formidable parce qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut dans la vie. Alors évidemment, dans la salle, il y a un peu de brouhaha. Ils disent « Ah bon, vous croyez, parce qu'on nous a dit que la filière était bouchée, que le bac qu'on avait passé, c'était pas le bon, que l'école supérieure n'était pas assez supérieure. » Enfin, il y a des tas de... Je leur dis « Mais bien sûr, on peut faire ce qu'on veut à condition qu'on sache ce que l'on veut. » Et l'envie, c'est tout simplement ce que l'on veut faire. À mes enfants, je leur ai fait un cadeau. Quand ils étaient jeunes, je leur ai offert cette phrase de Oscar Wilde. « Il faut avoir des rêves très grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. » Et mon dernier fils m'a dit « Mais oui, papa, qu'est-ce qui se passe s'il y a du brouillard ?» Je lui dis « S'il y a du brouillard, tu prends ta boussole. » Je lui dis « Tu ne prends pas une boussole, tu prends ta boussole, celle qui va te donner ton or à toi. » Et cette boussole, elle marche à l'intuition. Alors l'intuition, ça fait un peu ringard quand on parle de l'intuition, au siècle de l'algorithme. Parce que l'algorithme, qu'est-ce que c'est? C'est précisément une construction pour empêcher, pour bannir l'inattendu, l'inconnu, le désordre. Alors que l'intuition, c'est ce qui va fabriquer de l'inattendu, fabriquer de l'improbable et fabriquer du désordre. Et le désordre est absolument indispensable à la création, et c'est même un des moteurs de l'innovation. Tout simplement, je suis de Cambrai. Les bêtises de Cambrai, vous connaissez? Eh bien, c'est l'histoire. Évidemment, comme son nom l'indique, c'est une bêtise. C'était un bonbon au sucre, et un apprenti a renversé dedans une fiole de menthe. Bon, après, c'est fait enguirlander, ils l'ont goûté, ils ont trouvé ça formidable, et maintenant, les bêtises de Cambrai sont les bonbons qui se vendent dans le monde entier. On dit que c'est la même chose pour la tarte tatin. Mais dans notre métier, c'est pareil. Dans notre métier, si vous voulez, on est comme tout le monde les tenants de l'ordre, parce que ça nous rassure, mais en réalité, on se trouve régulièrement bouleversé par le désordre. Quand on a créé Fort Boyard, le premier numéro, c'était formidable. Il y avait le fort, il y avait les candidats, il y avait les hélicoptères, il y avait des images partout. Et surtout, les candidats, on les avait bichonnés, ils étaient maquillés, c'était bien. Et il y avait des ralentis, il y avait de la musique, un peu comme dans la publicité de Pédigrépal. Flou, 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 comme ça. C'était formidable, mais c'était nul. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune émotion, on n'y croyait pas. C'était faux, alors que c'était vrai. Et le producteur, Jacques-Antoine, dit, écoute, c'est simple, on enlève la musique, on enlève les ralentis, et on remet l'effort. Et ça a été formidable, ça existe toujours, et c'est vendu dans 32 pays. Quand j'ai produit Une chance de trop, en anglais No Second Chance, ceux qui connaissent le livre, le héros principal, c'est un homme. Principal, c'est tout le livre, c'est un homme. Et c'est interprété par Alexandra Lamy. Alors il a quand même fallu pas mal d'intuition, d'abord pour penser qu'il fallait y mettre une femme, et puis pour convaincre, et ça a été extrêmement facile pour convaincre Harlan Coben, qui a quand même vendu 2,5 millions avec un homme, qu'on allait faire une femme.
Et le succès a été au rendez-vous, puisque c'était le plus gros succès de TF1 des 10 dernières années. Et on a même réussi à vendre le remake, c'est-à-dire le remake de l'adaptation avec une femme, aux États-Unis, qui avait déjà les droits du livre. Et il y aurait plein d'exemples comme ça où on fait des changements. Quand j'ai monté La jeune fille violaine de Paul Claudel, si vous voulez, ça s'est passé à peu près de la même façon. Mais les Américains c'est pareil. Hein, je veux dire, il y avait une doxa qui disait qu'il ne fallait pas mettre de chansons dans on était sûr de faire un flop. Heureusement que Cameron ne les a pas écoutés, hein, quand il a fait le Titanic. Mais on avait dit également qu'il ne fallait absolument pas mettre de voix off. Heureusement que les équipes de Forrest Gump ils n'ont pas écouté. Et pour ceux qui aiment le cinéma, et le cinéma peut-être un peu plus ancien, il y avait un réalisateur formidable qui s'appelait Roger Vadim, qui a fait Dieu créa la femme, Barbarella. Et ces films étaient un peu foutraques, il faut reconnaître que c'était un petit peu approximatif. Et il m'a dit un jour, écoute, mes films, en fait, sont froissés, mais avec élégance, comme doit l'être un costume d'été en lin. En fait, l'intuition, il faut quand même faire attention parce que c'est pas si évident que ça. L'intuition, elle ne vient pas taper à la porte en disant « oui, tu devrais mettre une femme à la place d'un homme ». Non, c'est un souffle, c'est quelque chose qui est murmuré. Il faut vraiment écouter, il faut tendre l'oreille comme il faut tendre les yeux pour voir les rêves. Et en fait, cette intuition, si vous voulez, c'est ce qui va me donner confiance en moi. Et l'intuition, je pense que c'est comme une langue étrangère. Plus vous la parlez tôt et plus vous la pratiquez, plus vous la parlerez couramment. Et en fait, la confiance que j'ai en moi, elle va me servir comme ressort pour donner de la confiance aux autres, faire confiance aux autres. Alors là aussi, parler de confiance, c'est un peu ringard. Ça fait même le monde de oui-oui, hein, puisqu'on nous dit partout on a même des hommes d'État qui disent « si je ne fais pas tout, rien n'avance hein, ». Et on nous interdit, dans ce monde d'infantilisation générale, on nous interdit tout et son contraire. Et donc faire confiance, ça paraît un peu incongru. Et pourtant, personnellement, dans les affaires, et dans tous les domaines dans lesquels j'ai travaillé, j'ai pensé que ce n'était même pas un choix, ce n'est pas une option, c'est une évidence. On ne peut pas faire autrement. Faire autrement, me semble-t-il, est bête, et même dans les affaires, c'est une erreur. Si jamais le chien, je leur fais confiance, il court pour l'instant dans la nuit. Si je ne leur fais pas confiance, qu'est-ce qui va se passer? Certains vont s'arrêter, ils vont commencer à se mordre, et de toute façon, ils vont s'arrêter, et j'ai comme seule solution de me mettre le harnais, de tirer le traîneau. Donc j'ai intérêt à leur faire confiance, je n'ai pas le choix. Quand on a fait le Château des Oliviers, donc qui était un feuilleton important, c'est une commande que j'étais directeur d'Antenne 2 à l'époque, France 2, c'est une commande que j'ai passée en juin. Il fallait livrer ce feuilleton, parce que c'était un feuilleton d'été, donc en principe en été, il fallait le livrer en juillet. De toute façon, on n'avait pas le choix. C'était pas la peine d'essayer de contrôler, de vérifier. Je l'ai confié à un des plus grands producteurs de la télé, qui s'appelle Pierre Grimblat, qui est décédé il y a peu de temps, qui était le papa de Navarro, le papa de l'Instit que j'ai fait avec lui. Et je lui ai dit, écoute Pierre, je vais te dire une formule que j'ai attribuée à Lao Tse, mais en fait elle était de moi. On ne prend pas plus de risques à faire confiance aux autres qu'à se faire confiance à soi-même. Et je le crois profondément. Dans notre métier, nous, c'est un métier de confiance. Pour ceux qui connaissent un peu ce type d'affaires, un film, ça prend 6 mois, ça peut aller jusqu'à 10 millions. Donc en 6 mois, on va dépenser cet argent avec beaucoup de gens. De toute façon, si on ne fait pas confiance, on est dans le mur. Donc ça ne sert à rien. Et la confiance qu'on fait aux autres, ils vous la rendent au centuple. Ils se sentent les obligés de cette confiance. Pas les obligés, ils ne sont pas les obligés vis-à-vis de moi, mais les obligés de cette confiance. Ils vont avoir envie de se dépasser. Et grâce à ça, on va pouvoir déclencher le dernier étage de cette fusée de la confiance, c'est la confiance que les autres vont nous faire. Nous avons, nous, la chance d'avoir un métier qui est fait entièrement d'intermittents. Il y a 2 permanents dans ma société qui fait un très gros chiffre d'affaires. Mais on n'a que des intermittents. Donc les intermittents, ils ont la liberté d'aller travailler chez un autre producteur, de faire autre chose. Et l'intermittent, ça démarre aux machinistes, les couturiers, les maquilleurs, enfin tout le personnel, et bien sûr les acteurs, et bien sûr les réalisateurs, et bien sûr les auteurs. Il faut qu'on les séduise. Donc il faut qu'ils aient confiance en nous. Donc la démarche est simple, j'ai confiance en moi, je fais confiance aux autres, et les autres me font confiance. Alors comment les autres nous font confiance ? Les grands acteurs nous font confiance. Pourquoi? Parce qu'ils sentent qu'on ne va pas les trahir. Ils sentent qu'on ne va pas les trahir, parce que l'acteur, il s'expose. Son fonds de commerce, c'est lui. Donc on va bien le filmer, qu'on va être attentif à tout ce qu'il est. Le réalisateur, pareil, si jamais il loupe ce film-là,
En tant qu'intermittent, il ne retrouvera plus de travail. Et ce n'est pas nous qui pourrons lui en donner. Parce que nous-mêmes, si on a loupé le film, de toute façon, on n'aura plus de commandes. Quant à l'auteur, c'est pareil. Il ne veut pas que son livre soit trahi. Il ne veut pas que ce mauvais film fait qu'il ne vende plus de livres. On s'attaque quand même à des très très gros vendeurs de livres. C'est-à-dire Harlan Coben, c'est 80 millions de livres. Donc ce n'est pas quelqu'un à qui on dit bah, « c'est pas grave, t'en vendras moins ». Pareil Douglas Kennedy. Donc il faut qu'il sente dans notre passion, sente dans la façon dont on travaille, qu'on est convaincu. Pour prendre Harlan Coben, quand on est allé le voir, il avait beaucoup de livres libres, lui voulait faire d'autres livres, et nous, c'est celui-là qu'on voulait faire. Donc il a fallu tenir. On a dit non, nous, c'est ça, c'est cette détermination, le fait que c'était celui-là. Et on dit, mais tous les autres, on les a tous lus. Nous, c'est celui-là qu'on veut pour telle raison. Eh bien, c'est ça qui l'a convaincu d'être avec nous. Et maintenant, bien sûr, il est convaincu de revenir. Mais parce que la confiance, c'est très important. C'est un tissage, évidemment. C'est un tissage, un maillage. Les techniciens qui nous reviennent, on est content. L'autre jour, j'ai vu un garçon, il m'a annoncé qu'il avait rencontré sa femme sur un de mes tournages il y a longtemps, et maintenant, il a un petit garçon de 7 ans. Je lui dis, ça fait donc 8 ans qu'on se connaît. Ça fait donc 8 ans de compagnonnage à travers l'intermittence. Et une dernière anecdote concernant la confiance qu'on nous fait. J'ai produit un film qui s'appelait Le Prix de l'honneur avec Michel Sardou. Et quand il est arrivé le premier jour du tournage, il m'a dit « Écoute, petit », à l'époque j'étais plus jeune, il m'a dit « Écoute, petit, j'espère que c'est bien parce que je ne l'ai pas lu. Mais mon agent m'a dit qu'on pouvait te faire confiance. » Mais j'entends de la musique. On est arrivé, donc la maison, effectivement, il y a une fête dans cette maison. Il y a la neige, on arrête le traîneau, on enlève les chiens, ils peuvent japper, on les récompense parce qu'ils nous ont bien amenés. Et puis la personne donc, rentre dans la maison et ses amis l'attendent et lui disent « ça s'est bien passé ». Il dit « oui, ça s'est très bien passé parce que j'étais certain de vous retrouver ».